Grand-père était le meilleur marin qui ait jamais vécu. J'ai le cœur qui se soulève avant même que le navire ait quitté le port. Avec moi, rien n'ira plus. Ben voilà, le moment qu'on attendait tous et qu'on redoutait tous un peu peut-être aussi est arrivé. Conclusion de la première saison de House of the Dragon. J'ai vu des critiques peut-être un peu plus mitigées que d'habitude. Je suis d'accord qu'il y a eu des meilleurs épisodes auparavant dans cette saison. Mais moi je le juge pas seulement en tant qu'épisode, je le juge aussi comme réponse apportée, comme les questions qu'il ramène pour la suite. Et en ça je le trouve plutôt convaincant. Et si je dois juste parler de l'épisode en tant que tel, c'est un épisode quand même qui m'a tenu en haleine, où j'étais quand même intrigué par ce qui allait se passer. Donc en soi je trouve que c'est une réussite. On va voir un peu plus dans les détails ce qui s'est passé. On commence tout de suite avec une conversation entre Luke et Rhaenyra. Il y a Luke qui lui fait part de ses inquiétudes, il se sent pas prêt pour être le seigneur de la marque, ce qui est recevable d'ailleurs. Ses inquiétudes elles sont recevables, hein, elles sont cohérentes. Bon, en vrai je pense qu'il parle pas de la principale inquiétude, c'est que les gens le considèrent comme un bâtard, il y a une gêne pour parler de ça. Puis il dit à sa mère, je suis pas parfait comme toi, c'est toujours mignon hein, le regard des enfants sur les parents. Rhaenyra parfaite, ça c'est marrant quand même. Tu as Rhaenys, enfin, ben oui, qui arrive, qui annonce donc la mort de Viserys, parce que c'est vrai qu'avant tout, il y a la mort de Viserys, pas seulement la trahison qui met Aegon sur le trône. Et là, tu sens que Rhaenyra et Daemon, ils sont vraiment un peu dévastés par la mort de Viserys, et tu sens justement l'amour qu'il lui portait. Ça tranche avec l'épisode d'avant et les vers qui n'étaient pas trop choqués. Les 3 derniers enfants de Viserys, bon, on n'a jamais vu trop de relations avec leur père dans la série, c'est d'ailleurs assez étonnant. Mais ils n'avaient pas l'air retournés non plus. Il y avait Alicent qui en souffrait un peu. Mais en tout cas, là, Daemon, Rhaenyra, on sent vraiment l'amour qu'ils portaient à leur frère et père. Ça les rend plus humains, entre guillemets, que les Verts, je trouve. Pour moi, en tout cas. Rhaenys s'explique sur le fait qu'elle n'a pas fait un petit Dracarys sur tout le monde. Elle dit, il y a une guerre qui doit arriver, mais cette guerre ne viendra pas de moi. Justification un peu facile, parce que si tu faisais ça, il n'y aurait pas eu de guerre. Je pense pas que les gens auraient dit c'est un régicide ou quoi que ce soit. Ça lui aurait pas trop porter préjudice. Mais bon, on peut comprendre qu'elle se dit, j'ai pas non plus envie de faire ça pour toi, Rhaenyra, d'un côté. Elle avait peut-être pas envie de prendre ces patins-là, au risque peut-être d'éviter la guerre. Bon, bref. En tout cas, il y a une justification qui est donnée, ça convaincra qui ça convaincra. Il y a 2 réactions totalement différentes qui vont suivre cette nouvelle. Daemon, lui, va choisir tout de suite l'affrontement. Il prépare la guerre et tout ça, alors que Rhaenyra, elle est plus dans la demi-mesure. Elle est plus dans on voit comment ça se passe, et puis surtout elle est en train de se taper un accouchement des plus difficiles. Et on voit Daemon qui est un peu dans le déni de tout ça, même quand Rhaenyra a les premières contractions, il la calcule pas du tout, et en fait, ben, c'est pas qu'il s'en fout, mais je pense que la mort en couche de sa seconde femme l'a traumatisé, il préfère pas y penser, il a une relation complexe avec ses sentiments, il aime bien refouler Daemon, et du coup il préfère se mettre à fond dans la préparation de la guerre, une guerre qu'il attend en vrai. T'as Rhaenyra, ben, du coup elle éjecte... et c'est le mot, elle éjecte le fœtus toute seule. S'ensuit l'enterrement du bébé et son couronnement par la même occasion, parce qu'il y a l'un des frères, je crois que c'est Arik, l'un des jumeaux qui arrive et qui ramène la couronne à Rhaenyra, et qui lui promet fidélité éternelle à la reine. J'ai aimé la musique, hein. Souvent les musiques dans House of the Dragon, je les trouve pas spécialement nulles, mais elles me marquent pas, je les remarque pas. Je trouve que parfois elles sont mises un peu en arrière-plan, elles sont pas super bien mixées. Là, au contraire, la musique est bien mise en avant, j'ai bien aimé. Et franchement, j'ai bien aimé, je le souligne. Donc Rhaenyra est reine, elle prend ses premières responsabilités. Réunion devant la table peinte. T'as Daemon, il est là, il compte les dragons. Ouais, nous on a ça, après il y en a un qui se cache là-bas, il y en a un qui est sauvage, il faut qu'on le récupère. Ok, je crois qu'il dit on a 13 dragons ou 14 contre 4. Ok, mais où sont les dragonniers? Ça va être ça le problème. Et l'enjeu, c'est qu'il va falloir des dragonniers. Vous allez les trouver où? Et voilà, on sent que ça va être, comme je le dis, un enjeu. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que les Targaryens, vraiment, ils sont dans une période où ils ont une suffisance totale, à tel point qu'ils laissent des dragons sauvages sans les calculer, sans qu'il y ait un dragonnier ou quoi que ce soit. C'est cette suffisance, en fait, qui a indirectement entraîné cette situation. Donc certes, ils sont tellement plus puissants qu'ils peuvent s'en foutre, hein. Les dragons, c'est l'équivalent d'une bombe atomique dans l'univers, quasiment, tu vois. Ça détruit pas la planète, mais ça peut détruire des villes, quoi. Et ils sont tellement plus puissants que les autres, ok, ils s'en foutent. Mais c'est de la suffisance, et voilà, ça vous a conduit à ça, les gars. Vous n'êtes pas plus humain qu'Aegon est roi. Putain de traître! Alors le fameux face-à-face avec Otto, bien évidemment ça nous rappelle l'épisode 2, mais cette fois, Rhaenyra elle vient pas sauver les miches d'Otto, mais elle vient plutôt lui dire je peux te brûler mon poteau. Et ce que j'ai aimé, c'est bon, elle arrive en dragon, ça nous rappelle que Otto c'est un peu une flippette des dragons quand même, bon à juste titre hein, d'ailleurs.
Et quand elle arrive en dragon, elle descend de son dragon et elle traverse tous les hommes d'Otto pour lui dire « j'ai pas peur de toi », etc. En clair, Otto, lui, il vient avec une proposition qui, ma foi, est assez honnête, dans le contexte où on lui vole son trône, mais on sent qu'il respecte quand même la parole, la volonté d'Alicent de proposer quelque chose d'intéressant à Rhaenyra. Il lui dit en gros, ton fils aîné prendra Père Dragon, il sera le seigneur, et le second gardera la marque comme Viserys l'avait choisi, puis évidemment tout le monde a la vie sauve, même les seigneurs qui sont ralliés à toi, etc. etc. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils font pas semblant avec « oui, non, Viserys, sa dernière volonté, il avait changé d'avis, il voulait que ça soit Aegon le roi ». Non, Otto, il fait pas semblant, il lui dit « regarde, oui, on t'a volé le trône ». En gros, il lui dit ça. En gros, oui, on t'a volé le trône, mais regarde, aux yeux de tout le monde, on est plus légitime que toi maintenant. Arrête de te mentir à toi-même et ploie le genou. Et j'ai aimé. Pour appuyer un peu son propos, il lui ramène un petit message d'Alicent qui prouve à la fois un peu le côté religieux d'Alicent avec lequel on nous bassine entre guillemets depuis quelques épisodes, et à la fois le petit côté affectif, regarde, page du livre qu'on lisait au bois sacré quand on était potes et tout ça, pour prouver que vas-y, je vais pas te tuer. Et Rhaenyra, elle a tout de suite une réaction en mode sagesse. Elle est sage parce que elle veut préserver la paix, parce qu'elle respecte les dernières volontés de son père, parce que c'est son rôle de préserver la paix, peut-être parce qu'aussi un peu elle a peur, et puis parce qu'elle sent que de l'autre côté ils vont vraiment lui laisser la vie sauve, ils font vraiment un geste envers elle, et elle se dit peut-être qu'il faut pas que j'aille dans cette surenchère de violence. Du coup elle essaie de rester sage là-dessus, mesurée, de réfléchir, de prendre des bonnes décisions, pas dans la précipitation. Et elle a conscience aussi que la guerre des dragons, c'est la fin de tout, comme ça a pu l'être pour Valyria, et elle veut pas régner sur des cendres et des os, comme elle le dit. Daemon, lui, il est en désaccord, il en fait part devant tout le monde. Du coup, ils se font un petit tête-à-tête, et là, elle lui parle de la prophétie. Et elle lui dit « Quoi, t'étais pas au courant ? Ben, ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? Vous avez jamais eu de conversation à propos de la prophétie ?» Moi, je trouve ça quand même étrange. Mais bref, Daemon, lui, ça l'énerve. Est-ce que ça l'énerve parce qu'il se dit « Bah, en fait, Viserys, il m'a jamais considéré comme l'héritier, vu qu'il m'en a pas parlé. » Ou alors, il dit à Rhaenyra « Mais arrête de croire à ces choses que ton père croyait parce qu'il se dit peut-être ça va la rendre faible. » Ou peut-être il se dit tout ça, ça va m'empêcher d'avoir la guerre que je veux avoir. Est-ce que c'est un mélange des trois ? Je sais pas comment vous avez interprété cette scène où Daemon étrangle Rhaenyra. Je sais qu'elle a beaucoup interrogé. Ouais, ça a interrogé et mitigé les gens. Donc je sais pas comment vous avez interprété. Moi je pense que ouais, c'est à la fois « Ah, on m'a jamais considéré comme héritier, je me sens exclu. C'est dangereux pour Rhaenyra de croire ça et on va m'empêcher de faire la guerre. » C'est peut-être un mélange des trois selon moi. Elle détruit toujours tout ce qu'elle touche. Et pourtant, elle préserve l'unité du royaume pour l'instant. Tous les hommes autour de la table. Et le comeback de Corlys, ça fait toujours plaisir de le revoir. Il a totalement changé Corlys, hein. Maintenant il reconnaît que ok, Vaemond est mort, mais s'il est mort c'est parce que les Vélarions veulent toujours cette course au pouvoir, etc. C'est ça qui les tue et il s'inclut totalement dedans. Donc lui il veut plus de course au trône de fer, voilà, il s'est assagi. Et il a dit il se méfie de Rhaenyra car elle a tué son fils. Et ben oui, voilà, moi c'est ce que je pensais, c'est que aux yeux de Corlys, Rhaenyra a tué son fils, donc c'est normal qu'il ait des doutes. Et moi c'est ce que je disais, c'est un plan risqué de la part de Rhaenyra de faire croire que Laenor est mort et que toute évidence elle est coupable de ça puisqu'elle s'est remariée tellement vite avec Daemon, tout ça, etc. C'était risqué et c'est normal que Corlys ait cette réaction et ce doute là. Mais Rhaenys, tu sens qu'elle lui dit non, c'est bon, Rhaenyra c'est la seule qui veut pas faire tout embraser, c'est la seule qui essaie de canaliser les choses, faisons-lui confiance. Tu pourrais dire c'est un gros retournement de situation de la part de Rhaenys, c'est un peu grossier, mais comment c'est amené dans l'épisode, même si c'est par des scènes très simples où juste tu sens qu'elle regarde et qu'elle jauge Rhaenyra, c'est assez convaincant. Je trouve ça pas choquant. Du coup, Corlys, il arrive dans la salle avec Rhaenyra, ses partisans, il affirme fidélité, etc. De toute façon, ils sont liés avec des petits-enfants, des mariages avec les petits-enfants entre eux, bref. Rhaenyra à la flotte de Corlys, ça va être un atout majeur pour elle. Et puis, autour de la table, ils disent, ouais, potentiellement, lui, il nous soutient et tout, et puis on se dit, bah, c'est bon, le potentiel, c'est trop risqué, il faut être sûr. Donc au lieu d'envoyer des corbeaux, comme Daemon avait décidé de le faire, on va envoyer des émissaires, et qui de mieux que les deux princes. C'est à la fois assez risqué, mais bon, ils disent que ça aura plus de poids, ce qui est recevable. Donc ils vont partir. Lucerys c'est un peu moins chaud que Jaehaerys, mais ils vont y aller. Et pendant ce temps, Daemon essaie de se familiariser avec Vermithor, qui est le dragon de Jaehaerys, le roi qui est mort au début de la saison 1, hein, le roi sage, qui avait fait l'unanimité dans le royaume. Et personne n'a remonté Vermithor depuis Jaehaerys. Il faut savoir que Vermithor, c'est un dragon qui est quasiment aussi grand que Vhagar, donc ça serait un poids important dans la suite des événements.
Donc voilà, Daemon essaie un peu de pas le dresser, il a déjà été dressé, mais vu qu'il est à l'état sauvage, il essaie un peu de les récupérer. Voilà, donc Daemon, lui, il fait son petit plan de son côté. Quoi qu'il arrive, il va faire la guerre. Quoi qu'il arrive, il se dit c'est une occasion pour moi d'aller m'auto-détruire et faire du mal aux autres. J'y vais, corps et âme, et il est totalement perdu là-dedans. Donc voilà, il fait sa petite mission de kamikaze dans son coin. Contre des épousailles. Si je fais ce que votre mère me demande, laquelle de mes filles allez-vous épouser? Et donc Lucerys arrive chez Lord Boros. Et là tout de suite tu sens qu'il y a un truc qui va pas quand il atterrit avec son dragon. C'est que tu as les gardes, ils regardent Lucerys et ils s'en foutent. Ouais, il arrive avec son petit dragon. Tu sens qu'ils sont pas spécialement impressionnés. Limite, moi quand je vois la scène, tout de suite je ressens comme si il se moque un peu de lui, tu vois. Il se moque pas réellement de lui, mais je sens ce sentiment un peu là chez les gardes. Et tu comprends tout de suite, c'est parce qu'il y a un dragon immense de l'autre côté, c'est Vhagar. Donc forcément, Vhagar il est là de l'autre côté des tours, il dépasse les tours et tout ça. Oui, parce qu'il y a Aemond qui est là. Et là, on va voir toute la différence, on va voir tout le poids de Otto. C'est que Aemond est allé voir Lord Boros pour les mêmes raisons que Lucerys. Sauf que Aemond arrive en promettant des mariages, en promettant un mariage pour ses filles, etc. Il vient avec un cadeau, l'influence d'Otto, qui est à l'aise dans les jeux de pouvoir, les jeux politiques, et même Alicent d'ailleurs. Et de l'autre côté, Lucerys, il arrive juste en disant « Oh, je suis un prince, j'ai un dragon, c'est censé t'impressionner. » Oui, sauf que de l'autre côté, c'est aussi un prince avec un dragon encore plus balèze. Du coup, il est là, les mains vides, il se fait dégager. Aemond, il nous montre enfin son petit saphir. Voilà, les fans du livre attendaient ça avec impatience. Il provoque son neveu, pardon. Mais Lucerys, il dit, moi, je suis là en messager. Oui, en même temps, il allait se faire dérouiller. Il y a Lord Boros qui dit, pas de sang sous ma demeure. Bon, ok. Il veut pas respecter trop le serment de sa maison envers Rhaenyra, mais il y a des limites à pas dépasser. Tu as Lucerys qui raccompagne à son dragon, et là va s'en suivre une course-poursuite entre Aemond et Lucerys, entre Vhagar et Arrax, leurs dragons respectifs. Moi, la course-poursuite, elle m'a pas spécialement convaincu. Je l'ai trouvé parfois avec des plans assez moches. J'ai trouvé parfois animation des dragons moyenne. Bon, quand même, il y a un beau plan quand la course-poursuite s'arrête au-dessus des nuages. Quand tu vois Arrax qui arrive au-dessus des nuages, j'ai trouvé ça que c'était un joli plan. J'ai aimé que Luc passe entre les rochers et qu'il profite de la petite taille de son dragon pour fuir Vhagar. Parce que voilà, Arrax, le dragon de Lucerys, c'est un jeune dragon. Tu vois, on va dire c'est un dragon adolescent entre guillemets. Du coup, il est censé être plus rapide, plus agile que Vhagar, qui est un dragon assez âgé. Par les conditions météo, t'as l'impression que Arrax est handicapé et du coup Vhagar peut le rattraper assez facilement. Et là, tu vois aussi que les dragons commencent à désobéir aux Targaryens. Ça rappelle un peu ce que nous disait Viserys, ce qu'il disait à Rhaenyra. C'est une illusion de croire que les Targaryens dominent totalement les dragons, etc. Et là, tu le vois. Est-ce que c'est un peu lié au fait aussi que les Targaryens font de l'AD, ils font n'importe quoi? Du coup, les dragons sont peut-être moins obéissants parce qu'ils perdent un peu leur pouvoir sur eux. C'est une petite interprétation que j'ai comme ça, qui vaut ce qu'il vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut, pardon. Et en tout cas, on voit les premiers signes de désobéissance. Arrax crache du feu à la gueule de Vhagar. Ça va énerver Vhagar qui ne va plus écouter Aemond et qui va croquer Arrax et donc tuer Luc par la même occasion. Et là, Aemond, il a l'air un peu choqué. Bon, alors c'est un peu totalement différent de sa volonté propre dans les livres. Comme un peu l'assassinat de Daemon envers sa femme dans le Val. Ça nous laisse plus du flou dans les livres que dans la série, etc. Là, c'est pareil, c'est le contraire. C'est Aemond, dans la série, t'as l'impression qu'il voulait pas tuer son neveu, alors que dans les livres, c'était une volonté propre. Et là, je trouve ça un peu dommage, pas le fait qu'ils aient pas respecté les livres, mais on nous présente Aemond comme un mec un peu fou. Quand Cole, il lui dit t'es prêt pour les tournois, il dit moi je suis pas là pour les tournois. Là, t'es en course-poursuite, t'essaies de tuer plus ou moins ton neveu, t'essaies de lui faire peur, je sais pas quoi. Et après, quand il meurt, t'es là en mode oh, je suis choqué. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, que Aemond était choqué. Je trouve ça, tu t'attendais à quoi, frérot? Après oui, voilà, bon, là tu l'as tué, peut-être tu t'attendais pas à ce que ça se passe, mais c'est que t'es un irresponsable. En tout cas, il le tue. Moi, je trouve que ça montre un peu peut-être aussi cette volonté que les enfants sont dans cette guerre, mais sans vraiment savoir pourquoi. Ils sont dans cette guerre par leurs parents, et peut-être que là, Aemond, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça justifierait ce choix de la série. Bon, en tout cas, voilà, Lucerys est mort, Aemond l'a tué. Le résultat est le même que dans les livres, quoi qu'il arrive. Quand on voyait le trailer, on savait que cette scène allait arriver de toute façon. Rhaenyra la prend, et là forcément ça va être la fin de la demi-mesure pour Rhaenyra. Là elle va foncer dans la guerre, et la danse des dragons va prendre une toute autre tournure.
Et puis fin de l'épisode, conclusion de cette saison. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vu Jaehaerys à Winterfell et dans le Val. On le verra sûrement dans la saison 2. Donc je pense que la saison 2 reprendra sûrement directement. Il n'y aura pas d'ellipse dans le temps. Parce que c'est quand même super intéressant ce qui se passe avec Jaehaerys quand il va voir les Stark, etc. par exemple. Donc j'aimerais bien le voir. On verra ça par la suite, même si ça prend 1 an, 2 ans. Franchement, pour moi, la série, je trouve, comme j'ai dit, qu'elle a pris son indépendance comme par rapport à Game of Thrones, tout en restant cohérente avec. Tu vois, c'est 2 séries que tu peux regarder dans le ton, elles sont pas différentes l'une de l'autre, mais elle a pris son indépendance dans les ressorts, les rebondissements scénaristiques, etc. Elle a sa propre personnalité, je trouve, cette série. C'est ce que j'ai aimé. Il y a eu des petits défauts, mais en léger. Et voilà. Je pense qu'on va en profiter de cette petite pause pour approfondir l'univers, sans spoiler ce qui se passe dans les livres, pour garder le suspense, et pour ceux qui ne les ont pas lus. On va approfondir l'univers, on va profiter de ce petit temps de répit pour aller dans les détails. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Vous savez, on est dans le partage, etc. Et puis voilà, on va se retrouver bientôt pour parler d'autres choses. Ciao!